like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève du document. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison 2 de The Rehearsal, la dernière série de Nathan Fielder. Et pour attaquer un si gros morceau, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire tout seul. Et on accueille aujourd'hui donc Aurélien Noyer, auteur pour la chaîne YouTube Monsieur Bobine, notamment de la vidéo sur Bob Dylan et le film I'm Not There, et co-auteur du livre L'œuvre des Wachowski, avec d'autres personnes de Monsieur Bobine, si je ne me trompe pas. C'est ça, avec mes camarades Julien Pavageau et Johan Orzulik. Et voilà. Donc merci beaucoup pour l'invitation et voilà, j'ai hâte de parler de Nathan Fielder avec vous. Et aujourd'hui, nous avons aussi bien évidemment la meilleure partie du podcast, Ludie Marwood. Bonjour. Bonjour, j'aime bien, ça me va comme qualificatif. Bonjour Alexandre, bonjour Aurélien. Je propose d'introduire un petit peu la saison 2 de The Rehearsal pour que les gens qui ne la connaissent pas nécessairement puissent savoir de quoi on va parler et les autres se faire une petite piqûre de rappel et après on s'attaque aux gros morceaux. Donc dans la première saison de The Rehearsal, une ultra-catholique complotiste voulait être maman et était mise dans une fausse maison avec un enfant. Il grandissait tous les jours afin de répéter sa future vie de famille. Un joueur de pub quiz apprenait en boucle une conversation difficile avec l'une de ses coéquipières. Nathan Fielder, lui, découvrait qu'un enfant acteur pouvait s'attacher à lui, le prendre pour son père. La saison 2 de The Rehearsal s'ouvre bien plus abruptement. On suit deux pilotes amorçant l'atterrissage de leur avion. Le copilote semble inquiet, tente d'avertir son capitaine. L'avion n'est pas en bonne posture pour atterrir. Le capitaine ne l'écoute pas, l'avion crache. Dans les flammes et les débris, derrière les visages morts des pilotes, apparaît la silhouette de Nathan Fielder, l'air grave. Son objectif pour cette saison, résoudre les crashs en réglant un problème peu pris en compte par l'aviation, la communication entre les pilotes, et ce, par son domaine d'expertise, les jeux de rôle. Connu du public pour sa série Nathan for You, Nathan Fielder, comédien hors pair, être humain gênant, invente avec The Rehearsal une forme de série télévisée jamais vue jusqu'à présent, poussant le curseur moral à bout, brouillant plus que jamais la distinction entre fiction et réel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter à cette introduction. Ouais, ça me paraît très bien pour se lancer. Parfait. Peut-être qu'on pourrait commencer avec la dernière phrase de cette introduction finalement et de réfléchir un petit peu les degrés de réel et de fiction dans The Rehearsal. Peut-être de se demander est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que c'est pertinent ? Comment est-ce que Nathan Fielder travaille ça ? Oui, peut-être qu'on pourrait rappeler un peu comment fonctionne le concept de The Rehearsal. Donc c'est un truc donc comme tu l'as dit, une série qui à la frontière du documentaire, de la télé-réalité et de la fiction. Et donc à l'origine, il voulait aider les gens à préparer des discussions, des situations un peu gênantes ou un peu compliquées de la vie. Et il offrait un peu cet espace de je t'offre avec tous les moyens de la télévision, de moyens de répéter cette discussion difficile à faire. Et avec la saison 2, il a vraiment explosé. Il a dit non, maintenant, grâce à mon concept, je vais essayer de changer donc, le monde. Ici, le monde de l'aviation. Tout simplement. dans des formes qui rappellent un peu des émissions comme Pour aller vite, Cauchemar en cuisine ou même des trucs de relooking ou de dating comme L'amour est dans le pré, je sais pas, c'est le premier qui me vient. Il va proposer à chaque fois des dispositifs pour, donc, comme tu l'as dit, trouver des solutions à des problèmes ici liés à l'aviation. Avec en plus ce qu'on peut remarquer dans cette saison 2 où la démarche est encore plus appuyée que dans la première saison, où il va y avoir vraiment un côté commentaire et où sur en fait cette démarche. C'est-à-dire puisque le premier épisode, donc lorsque Nathan Fielder annonce son projet de régler un vrai problème qui est les crashs d'avion, il se met immédiatement en scène en disant ça va être compliqué pour moi parce que je suis un comédien. HBO, la chaîne pour laquelle je travaille, m'a donné de l'argent pour faire une émission qui est censée être comique. Moi, je veux faire un truc qui va effectivement améliorer la situation mondiale quelque part. Il y a déjà un problème, il y a déjà un dilemme à ce niveau-là. Comment j'arrive à faire rire avec un sujet aussi grave ? Et ça annonce en fait ce qui va être une bonne partie de la série, à savoir que lui-même va documenter quelque part, du moins prétendre documenter la conception du show en même temps qu'il le fait. Et déjà, ça va poser problème parce qu'au fur et à mesure des épisodes et surtout pour avoir revu maintenant cette saison 3 fois, on s'aperçoit progressivement que ce qu'il raconte
sur la fabrication de la série, telle qu'il l'a décrit au fur et à mesure, puisqu'en fait, d'épisode en épisode, on est censé croire que bah, tout est chronologique, que il rencontre des problèmes au cours de la fabrication de la série, qu'il va trouver des solutions à ces problèmes et qu'il va mettre en scène ces solutions. Sauf qu'en fait, progressivement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui collent pas et que en fait, tout ce qui pourrait relever vraiment de l'aspect documentaire, lorsqu'il se documente lui-même, lorsqu'il documente lui-même son process créatif, bah, il y a des choses qui collent pas et qu'en fait, ce process créatif relève d'une part de fiction, relève d'une part d'écriture. Une question que je m'étais posée sur la saison 1, parce que la saison 1, comme tu disais, au bout de ce 3e épisode, tu as cette femme qui veut avoir un enfant, et ça prend tout le reste de la saison va se centrer là-dessus. En fait, je me suis demandé, est-ce que ça, c'est genre, il s'est dit, oh, je suis tombé sur cette personnalité qui est absolument folle, et je dois centrer ma saison sur cette personne et abandonner le reste de mes concepts. Mais c'était pas clair déjà, comme, à quel point c'était écrit à l'avance, le fait qu'on allait se décaler petit à petit pour se concentrer sur cette problématique-là. Et c'est vrai que là, dans la saison 2, c'est encore plus pernicieux, j'ai envie de dire, parce que toi, Morgane nous avait dit que tu avais capté à un moment donné que, par exemple, il y avait des... tu peux expliquer, mais ce qu'on appelle le pack dans la série, qui est un concept qu'on voit à un moment donné, mais qui n'est pas explicité précisément. Oui, donc c'est dans l'épisode 4, donc cet épisode-là met en scène en particulier un pilote appelé Colin, qui apparaît comme quelqu'un de très timide, très réservé, et donc qui a beaucoup de mal à s'assurer, ce qui est un des enjeux de la saison, puisque une des théories de Nathan Fielder, c'est que les crashs d'avion surviennent lorsque un pilote en fait commence à faire des erreurs, et le copilote qui est censé être le second, qui est censé pouvoir dire au pilote, commenter ce que fait le pilote et essayer de corriger ses erreurs, n'ose pas s'affirmer pour des raisons de hiérarchie et pour des raisons de personnalité, et que donc le copilote laisse le pilote faire les erreurs qui mènent ensuite à un crash. Et donc, dans un des épisodes, Nathan Fielder va se concentrer sur Colin, qui est un peu l'archétype, en fait, on va dire, du mec qui est pas sûr de lui, qui est réservé, qui n'ose pas agir. Donc, il va mettre en scène ce qu'il appelle le pack, c'est-à-dire que dans tout ce que va faire Colin pendant un certain moment, il va y avoir une quinzaine d'acteurs derrière lui qui imitent chacun de ses gestes. La théorie de Nathan Fielder est que dans la nature, notamment chez les loups ou les trucs comme ça, le fait d'avoir un pack derrière soi donne de l'assurance et permet de tenter des choses qu'on ne tenterait pas si on était seul. Bref, le truc a des effets quand même assez limités au final sur Colin, mais le principe est là. Le principe du pack, c'est de donner de l'assurance à la personne qui a donc tout ce groupe d'acteurs derrière lui. Sauf que à un moment de l'épisode, on voit une image de deux autres pilotes dans un cockpit qui ont derrière eux leur pack, comme Colin pouvait l'avoir. Sauf que ces deux pilotes, eux, étaient surtout mis en scène dans l'épisode 2. Et clairement, ce sont deux pilotes qui sont décrits comme n'ayant pas besoin d'avoir plus de confiance en eux. Il y a un des deux, donc c'est le pilote qui s'appelle Jeff, si je me souviens bien, qui est clairement quelqu'un qui a beaucoup trop de confiance en lui, au point que donc une de ses caractéristiques, c'est qu'il s'était fait virer de la plupart des applications de dating. Et manifestement, ça l'a pas poussé à se remettre en question. Il est toujours persuadé d'être dans son bon Il s'est droit. même fait virer d'Instagram. Ah, même d'Instagram, waouh. Ouais. Et pour avoir vu, donc bien évidemment, il a un podcast et une chaîne YouTube, et pour avoir vu une vidéo qu'il a fait après l'émission, dans lequel il parle de l'émission justement, il se remet toujours pas vraiment en cause. Donc c'est pas quelqu'un qui a manque de confiance en lui. Et l'autre pilote, c'est une pilote qui avait été choisie, repérée par Nathan Fielder parce que elle était très avenante, elle avait beaucoup d'aisance à parler aux gens et notamment, on y reviendra dans la fausse émission de chant qui est à l'intérieur du show, c'était une de celles qui arrivait le mieux à expliquer aux candidats que ils n'allaient pas être tenus, et elle arrivait à le faire sans blesser les sentiments de personne et en gardant la sympathie des gens. Mais on voit ces deux personnes-là quand même avec leur pack, et donc ça marque pour moi le fait que il y a des choses qui ont été essayées au cours du tournage et qui après ont été complètement abandonnées. Ça fait partie de ces petits détails, de ces petits aperçus de ce qui a été laissé ensuite au montage pour construire le récit global de chaque épisode et de la saison. Ouais, moi je trouve que c'est hyper bien relevé et assez significatif en fait de l'impasse
que ce serait de se poser la question quels sont les degrés de réel et de fiction dans The Rehearsal, parce qu'en fait je pense que c'est impossible de le savoir pour cette raison que tu as très bien décrite, qui est que on ne sait pas dans quelle chronologie les événements ont été tournés par rapport à la manière dont ils sont montés, et qu'en fait même quand il y a une sorte de transparence, on pourrait penser sur quelque chose qui pourrait être du réel, et ben des fois il y a un petit détail qui nous fait comprendre que ça ne l'est pas et qui vient en fait renverser ce truc là. Par exemple, à un moment donné, je crois qu'on voit une scène de Nathan qui est un peu en train de se poser des questions un peu existentielles, et il tourne la tête et il y a un clown qui le regarde, et en fait ce clown on l'avait déjà vu dans une scène qui nous avait fait croire que c'était une scène réelle, qui était en fait une scène fictionnelle, parce qu'à la fin de cette scène il disait ok coupez merci, et on comprenait que tous les gens qu'on avait vus dans cette scène étaient des comédiens. Je trouve que c'est intéressant par rapport à ce podcast où on aime bien réfléchir à ces degrés là, parce que dans le cas de Nathan Fielder, je suis pas sûre que d'essayer de les déterminer c'est la meilleure approche qu'on puisse avoir. Surtout qu'à le dernier épisode, donc on apprend qu'en fait, ça fait 3 ans qu'il se prépare à piloter un avion. Et ça, c'est quelque chose c'est comme une révélation, où nous, on pense qu'il s'est commencé à s'intéresser chronologiquement au premier épisode, mais en fait, à la fin, on découvre que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il prépare cette émission et qu'il s'entraîne et qu'il se renseigne. Donc il y a une espèce aussi de micro-twist, en fait, il y a plein de choses que vous savez pas et que je vous montre pas. Mais ça pose aussi une question qui est assez intéressante avec cette série, c'est que malgré qu'il nous ment tout le temps, ou qu'il nous montre qu'il nous ment, parce qu'un des trucs qu'il aime bien faire, c'est montrer une situation et après nous dire « Ah non, en fait, ça c'était une répétition de la vraie situation qui va arriver après. » Donc là, objectivement, il nous dit « Bah, je viens de vous mentir et de vous faire croire quelque chose. » Mais on continue à y croire. Ah ben là, on dit « Ah non, cette fois-là, c'est sûr qu'il nous ment pas. » Non, mais je me suis fait avoir les 3 fois d'avant, mais là, c'est sûr que là, il va arrêter de me mentir. Et il arrive quand même en naviguant entre plusieurs formes, donc la fiction, le documentaire, la télé-réalité, à quand même garder ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité, qui est qu'on fait l'effort de croire En toute simplicité. à ce qu'il nous présente. Bah, moi, c'est Karim Debache. C'est grâce à lui que je connais ce concept. Ce qu'on pourrait peut-être préciser, par contre, qui viendrait dans le sens du documentaire, c'est que disons, la plupart des gens qui vont se retrouver protagonistes des épisodes ne sont pas des actrices. Il y en a pour jouer aux répétitions, mais c'est des gens, les pilotes, c'est des vrais pilotes, et qui va plutôt entrer dans des degrés documentaires donc, de la série. Ouais, tout à fait. Mais pour moi, c'est aussi c'est sur cet aspect-là que la question de la télé-réalité rentre vraiment en compte. Parce que donc ce que Nathan Fielder à un moment révèle dans cette saison 2, c'est que il a fait ses débuts à la télé en tant que producteur adjoint, ou je sais plus quel était le terme, pour une émission de chant, donc qui était Canadian Idol, l'équivalent canadien de la Nouvelle Star ou Ouais, quelque chose Star, comme ça. Et donc en fait, de fait, ce qu'il a appris à faire à ce niveau-là, c'est à reconnaître les gens qui vont bien passer à la télé. Bon, évidemment, dans le cadre d'une émission de chant, les gens qui vont pouvoir chanter correctement, mais qui auront aussi la personnalité, qui auront des traits distinctifs qui ressortiront à la télé. Et je pense que là, ça a un impact extrêmement fort dans The Rehearsal, parce que oui, ce sont des amateurs, entre guillemets, ce ne sont pas des comédiens, ils ne sont pas dirigés par Nathan Fielder, mais lorsque Nathan Fielder les choisit avec son équipe, déjà, il sait à peu près à quoi s'attendre. Et ensuite, il va prendre des gens dont il a à peu près déterminé la personnalité, déterminé les caractéristiques, et ensuite il va les mettre dans un environnement que lui contrôle. Alors oui, techniquement, c'est une partie documentaire, c'est pas des gens qui suivent un script. Mais tout ce qui est le procédé autour de ça, c'est quasiment de la fiction. Enfin, c'est un peu, en fait, c'est du travail presque de laboratoire à ce niveau-là, par rapport à une observation dans la nature. Et dans quelle mesure l'observation presque en laboratoire, si on peut partir sur le côté scientifique, correspond vraiment à ce qu'on observe dans la nature. Et on sait que sur plein d'animaux et sur les humains, le comportement en laboratoire, en environnement contrôlé, sera pas le même que dans la Il nature. appelle ça star potential. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne la clé, parce que cet exercice de star potential, que la télé identifie ces gens-là, il le fait faire aux pilotes. Il nous donne un peu la petite clé pour nous dire réfléchissez, en fait, peut-être que c'est ce que j'ai fait aussi. Et comme tu citais la personne très timide, ou l'autre qui s'est fait virer de tous les sites de rencontres, ça fait partie de ce star potential, de cette petite personnalité qu'on va retenir. Ouais, je suis d'accord. Et il est très fort pour ça. Et je voulais rajouter, pour terminer, peut-être un peu cet aspect documentaire-fiction, qui a un troisième aspect encore qui est clairement de la fictionnalisation, c'est la voix off.
de Nathan, qui est vraiment un lien entre tous les épisodes et qui va venir organiser cette matière que finalement on ne sait pas trop quand elle a été tournée, dans quel sens elle a été tournée. Il va en faire une histoire. Parce qu'au final, du début à la fin, on va avoir une histoire plus ou moins cohérente avec des évolutions plus ou moins inattendues, quand même souvent inattendues parce qu'on ne sait jamais trop où il va. Mais en tout cas, c'est ça qui va jouer le rôle de fictionnalisation de toute cette matière, qu'elle soit documentaire ou pas. Ce qui est aussi un trope de la télé-réalité. Oui. Il y a toujours de la voix off à un moment donné où l'animateur va dire oh, Sylvie, 45 ans, à sa vie, je sais pas, elle a perdu son travail depuis 10 ans, je sais pas quoi. Et où Tu il regardes va... pas souvent. Non, je regarde pas souvent. Mais ils vont créer à la fin ou au début une espèce de narration pour ajouter de la cohérence aux images qui, elles, c'est une espèce de puzzle pris dans plein de moments différents. La grande différence, à mon sens, c'est que la série, au moins dans ses crédits, assume en fait ce côté fictionnalisé, puisqu'on a des gens qui sont crédités à l'écriture, alors que pour une émission de télé-réalité, ça ne sera jamais le cas. Alors que probablement, il y a des auteurs qui sont probablement crédités de façon autrement, histoire de ne pas révéler complètement que pas mal de choses sont juste du pipeau ou une déformation des faits suffisante pour que le public s'attache aux personnes qui voient. Je lui dis, quand tu parlais aussi des gens qui sont choisis, ce que je trouve fascinant, c'est que la saison 2 va même mêler, va même rendre la frontière entre, va dire, les gens qui sont de base désignés comme des acteurs et puis les gens qui sont désignés comme étant non-acteurs encore plus flou, puisqu'il y a certains moments, justement, je pense quand c'est au moment où l'épisode avec Colin, où il va aller voir des actrices en leur demandant si elles, de façon personnelle, elles seraient attirées par Colin, et si c'est le cas, en leur disant si vous voulez à un moment essayer de le draguer, je peux pas vous demander de le faire, mais je peux vous dire que moi ça ne me dérange pas si vous le faites. Et donc à ce moment-là, les actrices qu'on voit à l'écran ne sont plus censées suivre les recommandations de Nathan Fielder, mais agir de leur propre chef, comme elles le feraient dans la vraie vie. Et même à ce niveau-là, on a quand même au moins une actrice qui sort du lot, notamment avec une espèce de monologue sur le fait qu'elle est sexuellement attirée par une chaîne, ou du moins qu'elle l'était pendant son adolescence. Et évidemment qu'elle a été engagée comme actrice, mais il y a aussi sa personnalité propre là. Elle a été castée comme en fait il a casté non pas une actrice, mais une candidate de télé-réalité, quoi. Totalement. D'ailleurs, je vais en reparler de cette scène dans les procédés comiques parce qu'elle dit beaucoup. Cette scène est tellement drôle où elle raconte qu'elle a fait un wet dream de Einstein. Et en fait, elle n'était pas en train de dormir et en fait, c'était pas vrai. Enfin bref, c'est trop drôle. Mais ça me fait plaisir que tu dis ça parce que nous aussi, quand on l'a vu, on s'est dit mais cette personne-là, est-ce que c'est il a demandé de jouer ou est-ce que c'est vraiment il s'est dit peut-être que personne va dire oui alors je prends quelqu'un au cas où en le disant toi faut que tu dises oui etc. Parce qu'on s'est vraiment dit la même chose, donc ce qui prouve qu'il y a quand même des effets qui sont recherchés où le but c'est de te faire douter en tant que spectateur de peut-être que cette personne elle est un peu ou en tout cas elle vient chercher la limite entre réalité, fiction, télé-réalité. Qui est peut-être une limite qu'on peut aborder un peu plus explicitement parce que les shows de Nathan Fielder se présentent comme des téléréalités. La télé-réalité, c'est quand même on va dire... Pas que ça se présente pas comme des téléréalités. En tout cas, Nathan For You... oui, c'est ça. Ouais. Mais disons, la télé-réalité, c'est quand même ce qui nous vend être comme du réel, finalement. Et c'est de nous faire croire à des choses ou une sorte d'observation du réel. Et voilà, je me dis on s'était dit d'ailleurs, les trois, qu'on pouvait un petit peu réfléchir à ça, à cet aspect de télé-réalité par rapport à la série. Disons que pour moi, une des caractéristiques de la série, c'est que de toute façon, il y a quelque chose de réel qui est en soi impressionnant. Donc, dans le dernier épisode, on apprend qu'il a demandé à HBO de louer un avion, de louer un 737 pour que Nathan puisse le piloter avec à son bord tout un équipage d'acteurs qui jouent les passagers. Il y a effectivement tout ce qu'on voit sur des scènes absolument ubuesques, notamment lorsque Nathan Fielder entreprend de rejouer la vie de Sully, le pilote d'avion qui avait réussi à se poser sur l'Hudson. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il a bien fallu que les équipes fassent construire cette espèce de réplique d'une maison, mais à l'échelle pour que Nathan s'apparaisse comme un bébé à l'intérieur de cette maison, puis avec des marionnettes qui vont jouer les parents de ce bébé, donc des marionnettes qui doivent faire 2,50 m de haut, qui notamment avec cette scène complètement hilarante où une des marionnettes donne le sein à Nathan qui joue toujours le bébé et
avec du lait qui sort du sein de la marionnette et Nathan qui manque de s'étouffer avec ça. Donc cet aspect-là est bien réel. Je veux dire, ça a été tourné, c'est arrivé. Alors effectivement, c'est une mise en scène, mais à un moment, il y a des choses qui ont été faites qui dépassent en fait presque la fiction à ce niveau-là. En fait, la question de la réalité, ça va vraiment se poser au niveau encore une fois, dans quelle mesure les réactions des gens, la réaction des gens autour de lui est vraiment spontanée. Et c'est quelque chose aussi qu'il interroge dans une scène où il répète en fait ce qui veut être une audition auprès du Congrès pour convaincre la FIA de revoir ses méthodes d'entraînement. Et il essaie de faire comme beaucoup de comédiens, c'est-à-dire de faire une blague avant d'aborder son sujet très sérieux. Sauf que les gens derrière lui, qui sont des acteurs, puisque c'est une répétition, ne réagissent pas correctement à la blague. Soit ils réagissent en ne rigolant pas, parce que c'est pas forcément une blague très drôle, soit en rigolant beaucoup trop parce qu'il leur a demandé de rigoler. Enfin, voilà. Via des petites scènes comme ça, effectivement, la série vient toujours, comme tu disais, Alexandre, piquer en fait, faire éclater la petite bulle de ce qu'on pensait être le réel pour rappeler à chaque fois qu'on est toujours dans quelque chose de, de fictionnel dans une certaine mesure. Ben, je vais rebondir sur cette scène parce que moi je l'ai trouvée très intéressante parce qu'elle a fait ressurgir un aspect, voilà, on peut gloser, un aspect du réel, disons, qui est le rapport de pouvoir en fait que Nathan a par rapport aux gens qui sont ses employés, c'est-à-dire les acteurs. Et elle m'a fait penser à une autre scène, pour le coup totalement fictionnelle, mais dans le film Triangle of Sadness. Je sais pas si vous vous rappelez la scène où il y a une milliardaire dans une piscine qui demande à une employée de venir se baigner. Et l'employée n'a pas le droit de se baigner, mais en même temps, elle est obligée de faire ce que les clients lui demandent. Ça fait aussi partie de ses contraintes. Et du coup, elle bug. Et elle arrête pas de dire non, oui, je sais plus. Et ça m'a fait un peu penser ça, cette scène avec Nathan qui va donc voir un figurant derrière lui et qui dit vous avez pas rigolé à ma blague. Et le figurant qui fait je savais pas si j'avais le droit. Et Nathan qui dit non, mais vous devez vous comporter comme un humain normal. Et tu fais tout dans cette phrase ça dit tout des rapports de force, quoi. Quelqu'un qui t'ordonne de te comporter normalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible. Oui. Et puis après, ils rigolent tous, et puis il fait ah mince. Oui, ils rigolent tous beaucoup trop fort. Donc, et quand on parlait de télé-réalité, moi je pense qu'un des trucs que moi je trouve le plus intéressant dans The Rehearsal et même dans Nathan For You, c'est que Nathan Fielder, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer les coutures de la télé-réalité, en tout cas de travailler ce rapport de force. Moi je pense que ça fait vraiment partie de l'idée originale du projet, parce que son personnage, c'est un personnage qui est qu'on appelle très bas dans le milieu de l'impro. Un statut bas. Qui a un statut très bas, c'est-à-dire qu'il il est plutôt soumis, il est plutôt socialement un peu gênant, ça va pas être quelqu'un de très charismatique avec beaucoup de confiance, mais alors que lui il en a beaucoup de confiance, mais pour dire des choses, mais il n'a pas du tout de charisme. Mais en même temps, il a cette espèce de plein pouvoir de la télé-réalité, où c'est lui le host, c'est lui le showrunner, on a l'impression, on sait pas trop quelle responsabilité, mais on sent qu'il a beaucoup de pouvoir, que c'est lui qui décide de beaucoup de choses. Et donc il balance un peu entre cette personnalité un peu étrange, très basse, et tout ce pouvoir-là que lui donne la télévision. Et je pense que c'est vraiment ce truc-là qu'il essaye de travailler, c'est-à-dire de nous faire réfléchir, et de nous en tant que spectateurs, mais aussi peut-être les gens qui fait participer, à quel pouvoir lui donne la télévision. On a un peu cette impression, si on voulait un peu psychologiser Nathan Fielder, que c'est quelqu'un qui avait peu de pouvoir dans la vie et qui s'est dit « Ah, si je rentre dans les milieux de la télévision, là, je vais avoir du pouvoir sur les gens et je vais pouvoir gagner un peu cette confiance en moi que je n'ai pas dans la vie de tous les jours. » Et ce que lui, il aime bien faire, c'est venir outrepasser, c'est-à-dire venir casser la relation qu'on est censé avoir avec un host. Par exemple, dans Nathan For You, il adore demander aux gens « Est-ce que vous voulez être mon ami ?» Mais en dehors du show. Et il le filme. Et ce qui est vraiment une question que tu n'es pas censé voir à la télévision, ni que tu es censé poser. Et là, il vient un peu casser ce que Irving Goffman, si on veut prendre de la sociologie, appellerait la face, c'est-à-dire cette attitude qu'on prend pour avoir une relation sociale. Et lui, il la casse et il vient la briser, nous déstabiliser. Et on voit souvent que les gens savent plus comment répondre, comme l'exemple de la blague. Et ils essayent de réparer en fait la relation que Nathan Fielder a cassé volontairement pour montrer le pouvoir. Et donc, il est toujours un peu dans ce truc de montrer la couture ou de visibiliser le pouvoir qu'a la télévision sur les gens. Oui, et d'ailleurs, c'est un truc qui apparaît justement dans l'épisode, dans le dernier épisode, l'épisode 6, sur l'aspect pouvoir, puisque
lorsqu'il décide de piloter lui-même un 737, donc il va faire venir les acteurs un par un et il va leur demander, bon ben, voilà, votre prochain rôle, si vous voulez bien, c'est de jouer un des passagers dans l'avion que je vais piloter. Et d'une certaine façon, il essaie de le faire le plus gentiment, calmement possible en disant si vous voulez pas, parce que vous voulez pas en fait monter dans un avion qui est piloté par juste un mec qui vient d'apprendre à piloter un 737, qui est passé par toutes, on va dire, les qualifications, mais ça sera la première fois qu'il va piloter un 737 et avec beaucoup, beaucoup moins d'heures de vol que la plupart des pilotes qui le font. Sauf que tout le monde dit oui, quoi. Et il y a même un moment un des acteurs qui lui pose la question est-ce qu'il y a des gens qui ont dit non. Nathan Fielder lui dit non, non, tout le monde a accepté. Et l'autre lève les yeux en disant les acteurs. Et effectivement, on sent que il y a cette dimension, il y a cet enjeu de pouvoir où lui, c'est un exécutif de la télé, c'est quelqu'un qui a du poids dans l'industrie du divertissement, dans l'industrie audiovisuelle. Et donc, les acteurs disent oui, quoi. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il commence par la décharge. C'est qu'il leur fait signer le document qui dit que vous avez accepté. Donc, c'est vraiment l'outil de la télévision, c'est un outil juridique. Et le fait qu'il commence par ça, et pas juste une discussion informelle en disant si tu es d'accord, il faudrait que tu signes un papier, il les fait venir un par un en leur présentant le papier, en disant maintenant, la télé veut que tu signes ça. Et je pense qu'il y a aussi cette réflexion sur les outils juridiques peut-être de la télévision qui. En tout cas, je sais pas si c'est une réflexion, mais en tout cas, il nous montre ce truc-là. Tout qu'en plus, c'est filmé, c'est mis en scène, donc il y a aussi t'es filmé au moment où tu dis oui ou tu dis non. Donc, Ouais, moi, j'ai aussi exactement pensé à le dernier épisode quand on a commencé à parler de ça et à ce moment-là, parce qu'en fait, on a eu un gros débat hors podcast avec Alexandre, qui est un débat que beaucoup de gens ont quand ils regardent The Rehearsal, c'est est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est moral, même si c'est pas la même chose, mais disons, est-ce que ces deux barrières-là ne sont pas un peu trop franchies par un Nathan For You, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et moi, je donnais cet exemple de la fin où toi, Alexandre, tu me disais, mais les gens sont très au courant de ce qu'ils font. Enfin, dans ce cas-là, il est très transparent. Et moi, je disais, oui, mais même là, en fait, ils sont pris dans ce dispositif de pouvoir, dans le fait que être un acteur débutant, t'es dans la précarité, t'as envie de réussir. Là, c'est une opportunité de passer à la télé. Donc, t'es pas non plus totalement neutre quand t'acceptes. T'as quand même une forme d'intérêt. Et je pense que ce débat, il ne devrait pas prendre toute la place quand on parle de cette série, parce que c'est quand même souvent le cas. Mais je pense que c'est quand même quelque chose à un petit peu aborder, parce que c'est vrai que des fois, il vient un petit peu peut-être faire des ficelles de manipulation ou pas à débattre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas aborder en tous les cas. Non, mais la question de l'éthique et de la morale, elle est aussi intéressante parce que déjà, c'est quelque chose que lui-même aborde plus ou moins spontanément dans cette saison, puisque je crois que c'est dans l'épisode 5, il rencontre en fait la responsable d'une association autisme qui, lorsqu'il lui explique qu'il a fait construire toute une réplique d'aéroport, parce qu'évidemment, il a fait construire une réplique d'aéroport, et que ça pourrait être utile justement pour des enfants autistes qui ont souvent du mal à naviguer ce genre d'environnement en voyage, d'avoir comme ça un environnement qui soit safe, dans lequel ils peuvent se balader, dans lequel ils peuvent un peu explorer, et ça pourrait les aider après dans des vraies situations. Ce qui est littéralement en fait le principe de l'émission, et la réaction de Nathan Fielder est de dire qu'il s'était dit que pour cette deuxième saison, il n'impliquerait pas d'enfants, notamment par rapport à toutes les questions éthiques qui avaient été posées à la fin de la première saison, où on avait un jeune enfant acteur qui commençait à l'appeler papa, alors que évidemment Nathan Fielder n'était pas du tout son père, mais à force de jouer son père, la série mettait en scène, encore une fois, dans quelle mesure c'était vrai ou pas, une espèce de confusion dans l'esprit de l'enfant par rapport à sa relation avec Nathan Fielder. Donc il y a déjà cet aspect éthique qui est posé à ce niveau-là. Mais effectivement, si mis cette barrière de ne pas utiliser d'enfants, il y a quand même des petites problèmes éthiques qui peuvent se poser dans cette question. Je sais que un des points qui avait un peu choqué ma camarade Aisha Kotman, avec qui j'ai fait un petit live sur Twitch sur cette saison, c'est le moment en fait où Nathan Fielder engage des acteurs, des actrices pour simuler des scènes de la vie de deux personnes sur lesquelles il s'intéresse. Et parmi les simulations de ces scènes, il y a juste des scènes, on va dire, plus ou moins d'intimité, donc avec une actrice et un acteur qui s'embrassent, qui se prennent dans les bras, etc. Tout étant filmé pour les besoins de l'émission. Sauf qu'à un moment, Nathan Fielder va décider d'impliquer les petits copains des actrices, et donc de les faire venir sur le plateau et de les faire regarder donc leurs copines qui sont en train d'embrasser un autre acteur. Et quelque part, il y a
il y a une pointe en fait un peu un côté un peu malsain de faire venir un mec pour observer ses réactions face à une scène où la copine de ce gars-là est en train d'embrasser un autre acteur et voilà. On pourra peut-être écouter l'extrait à ce niveau-là. I know. Because this wasn't a traditional acting role, in an effort to maintain full transparency, I encouraged the actors to invite any significant others they might have to come observe everything we were doing. She's pretty talented, huh? Yeah. Look at her go. How long you guys been together? A year and a half. Oh, nice. Yeah. But we've known each other for longer than that. Oh, really? Yeah. You cool with all this? She's an actress. I was realizing there's this magical thing that happens when people say that they're acting. Et voilà, pour moi, ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est qu'il y a vraiment ce côté un peu inquisiteur de Nathan Fielder. C'est presque, on dirait presque en fait qu'il est face à un insecte sous un microscope ou quelque chose comme ça. Il est en train de lui enlever une patte pour voir comment la bébête sous son microscope réagit. Donc, je pense que c'est le genre de choses qui passeraient pas forcément en comité éthique dans une université, dans un département de sociologie ou de psychologie. Voilà. C'est le genre de truc, il y a définitivement des limites éthiques à ce qu'il fait. Mais bon, après, voilà, c'est de la télévision. Donc, Ouais, c'est intéressant. J'ai réfléchi à plein de trucs, alors j'espère que je vais tout me rappeler. Oh non, j'avais une super idée. Bon, je vais me le rappeler en déroulant ce que je voulais dire. Oui, moi je trouve que les deux scènes que tu as mentionnées sont intéressantes parce qu'en fait rappellent deux choses qui sont peut-être un petit peu évacuées de ce débat-là. Le premier, c'est que, bon, par rapport aux enfants autistes, c'est que on parle jamais du fait que Nathan Fielder, il fait aussi des trucs qui sont éthiquement plutôt bien. Ne serait-ce que là, par exemple, ses enfants autistes, après qu'elle l'ait convaincu et que lui, il a été très transparent sur pourquoi il avait été la voir d'abord, eh ben, il va les faire aller dans l'aéroport et il va les aider vraiment. Ça va vraiment leur faire du bien d'aller dans cet endroit. Et on parle pas beaucoup du fait que il a fait aussi des choses qui ont pu aider des gens. Peut-être un peu moins dans Nathan For You, mais en tout cas là, dans The Rehearsal, c'est ça qui se passe. Ouais, parce que dans Nathan For You aussi, son personnage est vachement moins sympa que dans The Rehearsal. Donc je trouve que c'est important de mentionner ça aussi. Et ensuite, par rapport à l'autre truc que tu dis, c'était marrant. Donc quand on a eu ce débat avec Alexandre, on a d'abord les deux été vraiment très opposés dans nos avis. Toi, tu disais non, il n'y a pas de problème d'éthique ou de morale. Et moi, je disais... Enfin, c'était pas tant opposé, mais je disais oui, il y en a un, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est ça, le concept de Nathan Fielder, c'est d'aller trop loin. Et si tu as envie de te mettre une barrière morale, tu n'as pas envie d'accéder exactement à ce qu'il peut t'offrir. Parce que son idée, c'est d'aller vraiment un peu trop loin. Et après avoir débattu, finalement, on s'est rendu compte que peut-être ce qu'il fallait faire, plutôt que de se demander est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est moral, c'est plutôt de demander à quoi ça lui sert de jouer sur ce fil-là. Et en fait, tu l'as un petit peu dit, Alexandre, mais le constat, ce à quoi ça servait, c'était de te montrer que beaucoup de ces enjeux sont omniprésents en fait dans le cinéma et que lui, en les poussant à bout, il va les rendre plus transparents encore. Parce qu'en fait, le problème éthique et moral, il est présent dans toutes les séries, dans toutes les téléréalités en fait. Et il y a souvent des candidats de téléréalité qui se sont plaints de la manière dont ils avaient été manipulés et dont c'est traité. Et lui, en le faisant de manière plus poussée, j'ai l'impression qu'il nous fait prendre conscience de ça. Et que c'est entre autres pour ça qu'on l'attaque plus sur ce plan-là, parce que lui, il le visibilise. Il donne l'espace à la critique. C'est que, comme on disait avec sur la nouvelle star, où il vient nous montrer le start, j'ai oublié le nom de Star Potential, il vient nous dire, en fait, c'est ça la mécanique derrière. Donc, il devient critiquable parce qu'il nous montre la mécanique et il l'utilise quand même. Il l'applique pour nous permettre aussi de nous rendre compte, comme l'extrait qu'on a écouté, ce qui lui pète le cerveau, c'est que parce que c'est présenté comme une scène d'acting, les gens deviennent OK de n'importe quoi. Ce qui est quand même incroyable, c'est quand même phénoménal de se dire qu'ils sont tous en train de regarder leur copine en train d'embrasser quelqu'un, ils font ouais, elle fait bien, hein, elle est douée. Et des gens comme ça. C'est ça, oui, parce que c'est de l'acting, parce qu'en plus, peut-être potentiellement, ça peut, comme tu disais, la précarité de l'acteur, ça peut l'amener à avoir d'autres rôles, etc. Maintenant, c'est OK, ça devient OK, et je suis même OK de regarder. Et je pense que c'est aussi. Tu sens qu'il y a une espèce d'incompréhension aussi. Ça lui casse un peu le cerveau de voir que. Mais des trucs qu'ils accepteraient pas parce qu'on rentre dans un cadre de la télévision, là, ça devient acceptable. Et je pense que c'est aussi une des réflexions. Moi, j'avais la réflexion, c'est télé-réalité.
le mot français est intéressant parce que réalité est adossée au mot télé, c'est-à-dire que c'est plus vraiment la réalité, c'est toujours une télé-réalité, c'est-à-dire une réalité qui a été introduite dans le monde de la télé et que donc, peut-être quelque part, Nathan Fielder, comme on se posait la question au début sur le degré documentaire, il filme peut-être jamais vraiment le réel. Parce que ce qu'il filme est déjà tellement contraint par ses propres dispositifs, par ses propres choix, par la présence même d'une caméra, que finalement, ce qu'il nous montre, c'est que, si on va très très loin, c'est que peut-être la télé, pour pas dire le cinéma, mais la télé est incapable de filmer le réel parce qu'elle vient tellement le modifier que ce qu'on filme, c'est toujours de la télé-réalité. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ce Ouais. qu'il filme, c'est la télé. Ce qu'il filme, c'est la télé qui plie le réel à sa volonté. Et comme il y a ce truc de rapport de pouvoir, en plus, il joue derrière, où aussi, ça me vient une autre idée, c'est que, tu sais, on disait ces moments où il casse la bienséance télévisuelle en posant une question. Mais à la télévision, c'est ces moments-là qu'on recherche quand on regarde de la télé-réalité. Pour prendre un exemple un peu caricatural, mais quand on regardait Les Anges de la télé-réalité, par exemple, ce qui passait sur les réseaux sociaux, c'est les moments où les gens commencent à se crier dessus, commencent à s'énerver, commencent peut-être à se taper, ce qui est le moment où les règles de ce qui est possible de montrer à la télé sont un peu tordues, on accède à quelque chose d'un peu plus sale, on va dire, mais qui en même temps semble un peu plus vrai, parce que c'est le moment où les gens sortent du cadre de la télé. Et lui, il les provoque. Lui, ces moments-là, ces moments un peu... Il va pas aussi loin que des gens qui se frappent ou qui s'insultent, mais il vient créer ce moment-là. Par rapport à l'éthique, on peut peut-être rebondir là-dessus, mais où lui, il y a cette idée qu'il se met lui-même en état de vulnérabilité, donc ça devient un peu plus OK. C'est comme si le producteur des Anges était là au milieu des candidats, donc ça rendrait ça là un peu plus OK. Mais en même temps, lui, il joue un rôle, donc il sait qu'il va casser la relation, donc lui il est toujours un peu en contrôle de son personnage, alors que la personne en face de lui ne l'est pas du tout, et in fine, c'est toujours son show, donc c'est lui qui va décider de couper ou pas couper, de garder le truc. Donc même quand il se met en état de vulnérabilité, c'est toujours dans l'objectif de créer de la vulnérabilité chez une personne qui avait rien demandé. Non, mais c'est super intéressant ce que tu disais et ce à quoi ça me faisait penser, effectivement, c'est la question du terme télé-réalité et la façon, en fait, dont ça avait été introduit à la base, donc avec des émissions comme Big Brother aux États-Unis et puis Love Story en France. Et en fait, le principe, si on regarde fondamentalement, c'était de dire ça va devenir du réel parce que entre guillemets, pour la première fois, dans une émission de télé, au lieu de voir des acteurs, des présentateurs, des chanteuses, des actrices, des gens qui sont déjà célèbres, des gens qui se sont distingués avant de venir chez nous par leur capacité, on va faire venir en fait des gens entre guillemets normaux, des gens du réel. Sauf qu'encore une fois, ce que Nathan Fielder va montrer, c'est que ces gens du réel, ces gens entre guillemets normaux, ils auront été castés. Et en fait, ils se distinguent déjà, ils ont déjà été distingués par des producteurs, mais on va prétendre que ce sont des gens réels. Et je pense que c'est encore le cas pour les Anges de la télé-réalité, pour les Marseillais, pour n'importe quelle émission de télé-réalité qui passe encore à l'heure actuelle. On va présenter ces gens-là comme entre guillemets des gens normaux, mais évidemment, il y aura eu des milliers de personnes qui auront passé un casting et les gens qu'on va voir dans l'émission n'ont jamais été pris au hasard. Ce sont toujours des gens qui se sont distingués pendant une audition. Et donc, fondamentalement, ce côté réalité est extrêmement mensonger à ce niveau-là. Il désigne le fait qu'il n'y a pas forcément de script, et encore que, parce que de plus en plus d'émissions vont mettre en scène certaines situations en disant justement, au lieu de juste les filmer dans leur quotidien, comme on pouvait le faire quelque chose comme striptease, on va en fait les mettre dans un milieu particulier, alors que ce soit dans un décor, c'était le cas pour Love Story, où on les amène dans une maison à Ibiza, donc on les sort de leur quotidien. Et puis après, pour des émissions de dating, va y avoir, on va leur imposer des activités et ainsi de suite. Donc tout le truc va finalement être pas complètement scripté, pas au dialogue près, mais extrêmement écrit et déterminé dans les situations qui vont se poser. Oui, qui a peut-être d'ailleurs été un peu l'échec de la télé-réalité. Tu nous le mentionnais quand on s'était rencontrés pour préparer, mais la télé-réalité, il y avait un gros espoir cinématographique quand c'est arrivé. Love Story en France, c'était même les cahiers du cinéma qui avaient considéré ça comme... Ils l'avaient mis dans leur top de dans l'année. leur top de l'année. Donc il y avait vraiment un espoir qu'il y aurait une nouvelle forme cinématographique qui pourrait peut-être capter l'être humain comme on n'arrivait pas à le faire.
Et en un sens, oui, mais en fait, en un sens, non aussi. Ouais, parce que la télé-réalité répondait à une promesse du cinéma qui était toujours de capter le réel, toujours plus qui était dans la continuité de la nouvelle vague, qui était dans la continuité du néo-réalisme, qui était dans la continuité de beaucoup de choses. Et c'était une promesse de ah non, maintenant on a trouvé un peu le truc pour que vraiment, là c'est le réel, c'est vraiment le réel. On va pouvoir filmer dans la pur sucre. temporalité en fait. On pouvait Ouais. filmer longtemps grâce à la télé, on pensait. Oui, Maintenant c'est ouais, rapide, ça. mais C'était à aussi la la base, promesse de la série. Maintenant, on va pouvoir faire des films de 40 heures. Donc, c'est vraiment ce qui était vraiment un rêve naturaliste de pouvoir faire un film de 40 heures comme ça. Et c'est vrai que rapidement, c'est passé de ce truc un peu utopie cinématographique à vraiment quelque chose d'extrêmement dénigré. En plus, la télé-réalité, c'est rapidement tombé de son petit piédestal sur lequel on a essayé de la mettre pour vraiment considérer que c'est un truc vraiment... C'est à peine du contenu télévisuel, quoi. C'est vraiment un truc, en plus, très vite catégorisé pour les pauvres. j'allais dire avec une grosse vision classiste qu'on se fout de la gueule des prolos dans la télé-réalité. C'est ça, on se moque des prolos pour en plus faire des émissions pour eux. Donc c'était vraiment une espèce d'aliénation totale des classes populaires à la télévision. Qui était un peu le cas d'une certaine façon dans Nathan For You aussi, où justement, comme tu le mentionnais, la bienveillance de Nathan Fielder vis-à-vis des gens qui participaient à son show était quand même assez relative, et on se demandait toujours dans quelle mesure voilà, il abuse du fait que s'il débarque là avec son rôle de producteur d'une émission de télé avec ses caméras, il peut à peu près faire n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Oui, on avait regardé l'épisode, parce qu'il y a un épisode qui est mentionné dans The Rehearsal, qui est la saison 3, épisode 2. On va expliquer pourquoi il est mentionné, mais dans cet épisode-là, il va, par exemple, dans un ranch, et il vient proposer à la personne du ranch, parce qu'il y a une limite de poids qui est de 200 livres, je crois, ou quelque chose comme ça, de proposer d'attacher des ballons d'hélium aux personnes qui font plus de 200 livres pour qu'ils puissent monter sur les chevaux sans les tuer. Et la personne est réticente, on peut comprendre qu'elle n'a pas envie que ses chevaux, s'il y a un problème, meurent. Et lui, il va pousser, il va jusqu'à ce qu'elle accepte en lui disant mais ce que vous faites, c'est pas bien, c'est de la discrimination, alors qu'on vous propose de résoudre une discrimination, vous refusez. Et jusqu'au moment où elle va accepter. Moi, l'autre moment qui m'a marqué dans cet épisode-là et cette scène-là, où je trouve ça montre aussi ça, c'est qu'à la fin, il lui dit, vous voyez, vous avez fait l'histoire. Et elle dit, non, moi j'espère plutôt que j'ai fait l'histoire parce que j'ai gagné le championnat du monde d'équitation, parce que j'ai pris des belles photos. Et lui, hyper sérieux, il la regarde et il dit, non, vous ne serez pas souvenu pour ça, ce sera que pour ça, que pour les ballons d'hélium. Et vraiment, il le lui dit de manière tellement abrupte. En tout cas, c'est un peu marrant. Nathan For You, c'est plus difficile à regarder. Ça vient plus te chercher, ça pose plus de problèmes d'éthique, je trouve, que The Rehearsal. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais ce qui est assez curieux, c'est qu'on a l'impression qu'il va justement chercher quelque part à contrebalancer ça, comme tu le disais, en se mettant lui-même en scène dans des moments gênants. Il y a évidemment, dans cette saison 2, on l'a mentionné, l'épisode où il se met en scène en bébé, qui est quand même un grand moment où lui-même en fait se rend ridicule, et il le sait parfaitement, et t'as même tout ce côté presque sacrificiel dans la façon dont il présente, où il dit je pouvais pas demander à quiconque de le faire parce que je sais que ça va être extrêmement ridicule, et donc il y a que moi qui peux le faire, je me l'impose à moi-même pour les besoins du bien-être de l'humanité. Ou on écoute le truc et puis on fait non mec, en fait quelque part pour moi ça fait partie justement des trucs où il est très fort, parce que il y a l'aspect effectivement ridicule de la scène où il s'étouffe avec du lait qui sort du sein d'une marionnette géante. Il y a le fait qu'il se mette lui-même en scène, et donc que c'est encore plus drôle le fait que ce soit lui et pas que ce soit quelqu'un d'autre. Et puis effectivement, il y a ce côté de la façon dont il présente, dont il prépare la scène. C'est attention, je vais me mettre en danger, je vais être ridicule, mais si ça peut sauver, ça peut empêcher certaines personnes, certains avions de s'écraser, je suis prêt à le faire. Voilà. Non, c'est. Et la conclusion de tout ça, c'est de découvrir que Sully, donc le pilote, a écouté Evanescence avant de faire sa manœuvre. Donc il a dû revivre tout ça juste pour comprendre que non, il fallait écouter. Il a sorti son iPod pour écouter. Mais c'est là où moi je le sauverais, dans la continuité de ce que tu dis, je le sauverais quand même moralement. C'est que pour moi, l'objectif de Nathan Fielder, c'est de montrer l'impuissance de la télévision.
in fine. Parce que j'aimerais reprendre une scène de la saison 1 pour expliquer ça. Dans la saison 1, donc, il va chez quelqu'un pour lui proposer quelque chose, de répéter donc une discussion, et la personne est un peu réticente, et il lui dit « Mais regardez, moi-même, j'ai répété cette discussion ». Donc là, il se met un peu en difficulté en disant bah, même moi qui est censé être un peu un personnage charismatique, bah, j'ai besoin de ce que je suis en train de te proposer. Et après, il lui dit mais pour faire ça, je suis rentré chez toi, pas par effraction, mais sous un faux prétexte. J'ai envoyé des gens pour filmer à l'intérieur de chez toi pour pouvoir recréer un chez toi. Et là, il met un espèce de pied dans la porte de dire en fait, est-ce que tu vas accepter ça ? Parce que je suis quand même rentré chez toi sans ton autorisation pour filmer à l'intérieur, pour la télévision. Et la personne accepte. Et après, il y a un autre truc, c'est que pour répéter la discussion importante, il va recréer le bar où cette personne va souvent. Et là, la personne est vraiment éblouie. Elle est dit, mais waouh, c'est complètement dingue, vous avez recréé tous les détails et tout. Ce qui est vraiment l'éblouissement devant la puissance de la télévision. C'est vraiment, ah waouh, avec de l'argent, on est capable de faire ça. Et là, la personne, elle oublie tout presque. Ah non, mais vous avez réussi à faire ça, c'est bon, je passe. Et ce bar, pendant toute la saison 1 et la saison 2, ce que Nathan Fielder va nous expliquer, c'est que ce bar est inutile. C'est que maintenant qu'il l'a construit, qu'il a dépensé un pognon de dingue pour le construire, il sert à rien. Il est obligé oh bah, j'ai un bar sous la main, bon bah on va le faire dans le bar parce que je l'ai. Mais c'est pas utile. Et moi je pense qu'il y a quand même cette idée-là que malgré tout l'argent que tu peux dépenser dans la télévision, malgré toute la puissance de la télévision, finalement, elle sera toujours moins forte que le réel. Et je pense que dès le départ, il y a quand même une idée un peu comme ça sous-jacente. L'échec de la saison 2 de The Rehearsal, qui est que la FAA, qui est ce qui s'occupe de l'aviation, a refusé d'appliquer ce que Nathan Fielder a proposé, pour moi était en germe depuis le début. C'est que la télévision ne pourra jamais convaincre personne. En tout cas, même avec ses moyens, là où elle est la plus puissante, c'est-à-dire dans recréer le réel par des décors, par des costumes, par des maquillages, même en utilisant ça, elle n'y arrivera pas. Oui, d'ailleurs, c'est assez significatif dans la saison 2 où c'est une scène qui est finalement assez courte. C'est le moment en fait où il demande à HBO, qui a un service juridique et qui a un service aussi de lobbying, qui a des gens à Washington, parce que c'est un network et donc il y a un moment il faut faire valoir les intérêts de la chaîne auprès du Congrès. Ils ont des gens pour ça. Sauf qu'au bout d'un moment, Nathan Fielder va dire est-ce que via ces lobbyistes de HBO, je peux avoir une audition devant le Congrès pour parler des crashs d'avion? Et là, on lui dit juste non. Non, désolé, nous, à la rigueur, qu'on ait des gens pour faire valoir des revendications dans le domaine de l'audiovisuel et des trucs comme ça. Mais là, non, t'as aucune commission qui va l'accepter. Et surtout, voilà, t'es un comédien. C'est pas juste parce que t'es un comédien célèbre de HBO que d'un coup les portes du Congrès vont être ouvertes. Et c'est notamment voilà pour ça qu'il va faire des recherches sur lui-même et qui va se mettre en scène en train de découvrir que The Rehearsal, la première saison, il y avait des gens qui avaient vu ça comme une série sur l'autisme. Ah, je découvre ça par hasard. Du coup, je vais aller voir un sénateur qui est à la fois dans le board de la commission sur les questions d'aviation et qui aussi s'intéresse à l'autisme. Ce qui, encore une fois, est une scène qui est assez surréaliste. On va peut-être écouter l'extrait, la façon dont il le présente. But as I kept searching Google for any trace of something serious about myself, I stumbled upon an article someone wrote about how this show, The Rehearsal, reflected their experience with autism. It was an odd perspective since this show had nothing to do with autism. But as I kept Googling, I realized it was everywhere. This show seemed to be embraced by a specific group that I didn't know anything about. But most interestingly, this group appeared to take me seriously. They found the show to be a rare representation of the way they think, even though that was never my intent. Et oui, et pour moi, cette scène-là, on est vraiment dans de la fiction pure. Je refuse de croire que c'est là, comme ça, au milieu du tournage. En plus, en étant filmé, qui découvre par hasard, ah tiens, il y a des gens qui ont fait le lien. Je veux dire, il a un service presse. Je pense qu'à la fin de la première saison, tu avais déjà des gens qui lui avaient fait des commentaires là-dessus, qui avaient mis ça au stabilo.
tu as eu plein de commentaires là-dessus, c'est peut-être des idées pour une saison 2, etc. La façon dont il se met en scène à ce niveau-là, là, on est vraiment pour moi, dans la pure fiction. Oui, d'ailleurs, on le voit pas se filmer découvrir, on voit son écran, je crois, ou peut-être je me trompe, mais moi j'irais même plus loin, mais là je suis un peu dans la thèse complotiste, où moi j'aurais même tendance à dire qu'il a potentiellement déjà été diagnostiqué comme personne autistique, et peut-être même que c'est grâce à ça qu'il a eu l'idée de The Rehearsal. Mais ça, c'est vraiment des théories, c'est pas du tout montré dans la série, mais je me suis dit ça en le regardant. Et puis peut-être qu'on peut imaginer facilement que HBO lui a demandé pour Greenline la saison 2 de comment tu vas aller au congrès, et qu'il leur a dit en fait je vais aller au congrès par tel biais, en tout cas je vais essayer de faire ça, parce que je vois pas HBO donner autant d'argent si il se retrouve comment tu vas aller en fait t'as aucun moyen d'aller au congrès là concrètement. Donc peut-être qu'il avait même contacté ce sénateur là avant la saison, avant de filmer, pour s'assurer un rendez-vous peut-être. Et d'ailleurs ça me fait penser que auprès des institutions il n'a pas beaucoup de succès. Au début, il appelle l'aéroport et il dit c'est une série pour HBO. Il s'attend un peu, c'est HBO, ils vont me dire oui parce que c'est HBO. Et puis non, ils s'en foutent. Oui, c'est ça. C'est le moment où il veut accéder à la salle d'attente des pilotes, qui n'est pas ouverte au public, effectivement, et où il appelle l'aéroport. Et d'ailleurs, si je suis pas dit, il essaie même d'appliquer sa méthode habituelle, donc d'avoir une secrétaire à lui qui va faire la secrétaire de l'aéroport, et donc il va essayer de négocier d'abord avec, à travers une répétition, d'essayer plusieurs fois d'avoir cet accès. Sauf que une fois qu'il est face à quelqu'un du réel, quelqu'un de l'aéroport, je sais plus de quel aéroport il s'agit, on lui dit juste non. Pas possible. Moi, il y a un autre aspect que je trouvais important d'aborder. Je vais donner un peu de contexte sur pourquoi j'ai eu cette idée-là. J'ai écouté le podcast Sortie de secours, qui est un chouette podcast de cinéma et qui a aussi fait un épisode sur The Rehearsal. Et ils disent plein de trucs intéressants. Franchement, il faut aller l'écouter. Mais il y a un moment où, sur les 4 intervenants, il y en a quand même 3 qui disent que ça les a pas fait rire, The Rehearsal. Et une personne qui dit un peu que quand même c'est drôle. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup ri. Et je pense pas que c'est une règle absolue. Mais voilà, je connais Nathan Fielder parce qu'il est drôle. Ce qu'on a un peu mentionné tout au long de cette discussion, mais qu'on n'a pas explicitement dit. En fait, c'est une série comique. Enfin, le but de Nathan Fielder, à la base, c'est d'être drôle. Et voilà, je pense que c'est un truc qui serait cool à réfléchir aussi. C'est quoi les procédés comiques de Nathan Fielder ? Moi, j'en ai réfléchi plusieurs, mais je ne sais pas si vous voulez aussi essayer d'en réfléchir quelques-uns. Moi, je trouve ça hilarant. Aussi pour dire, moi, ça me fait énormément rire. The Rehearsal et Nathan For You. Moi aussi, je pense que ça tient vraiment. Il y a, comme tu disais, plusieurs aspects. La démesure, en fait, pour moi, est vraiment ce qui me fait le plus rire, c'est le côté de vraiment vouloir dépenser des moyens colossaux pour des détails. Typiquement, lorsqu'il souvent c'est l'épisode 3, avant tout le passage sur les poupées et lui en bébé, donc il essaie pour conditionner des chiots à se comporter exactement comme le chien dont ces chiots-là sont les clones. Clonés, ouais, c'est ça. Hein. Il essaie de reconstituer exactement les conditions de vie du chien original. Et donc, il va à un moment envoyer des gens à San Diego, je crois, pour capturer de l'air, pour mettre de l'air dans des bonbonnes, pour après l'envoyer à la tête des chiots qui sont en train de faire leur promenade, pour que les chiots puissent avoir exactement, dans tous les moindres détails, l'environnement qui était celui de San Diego, là où les gens, les maîtres des chiens vivaient à l'époque. C'est l'absurdité en fait de la démesure de ces moyens-là, le côté obsessionnel me fascine et me fait toujours extrêmement rire. Je suis trop d'accord avec l'aspect des mesures. Et d'ailleurs, cette scène est tellement drôle parce que du coup, c'est un petit chien, parce qu'ils en choisissent un seul sur les 3 pour recréer le contexte. Et tu le vois suivre ce tuyau d'air. Il est vraiment tout content. C'est trop drôle. Je pense que tu l'as mentionné aussi avant, mais l'autodérision de Nathan For You Nathan For You, c'est sa série. Nathan Fielder. Ça fait NF dans les deux cas, qui se met lui-même en scène dans des trucs totalement ridicules. Et en fait, moi, en re-regardant, j'ai remarqué 2 autres choses que je voulais
partagé. Il y avait un truc que je trouvais qu'il était très fort. En fait, les deux ont affaire à la scène et à la captation de la scène. Le premier, c'est il arrive très bien à capter des petits moments drôles dans la scène. J'ai un exemple justement avec le chien, où à un moment, on voit une scène où il y a les chiens en train de jouer avec leur propriétaire, et il y a la voix off de Nathan en train de parler, et en fait, c'est très court comme moment, mais si tu regardes du coin de l'œil, il y a un des chiens qui est en train de essayer de monter de monter un ballon, quoi, d'essayer de baiser avec le ballon. Et c'est une demi-seconde, mais il l'a quand même mis, et c'est quand même drôle. Et donc, il arrive à capter des petits moments dans l'image qu'il laisse après dans le montage, et si tu re-regardes, eh ben, tu peux un peu jouer à les chercher. Et ça, c'est franchement hyper marrant. Moi, ça, comme ça me fait penser, c'est dans l'épisode 1 ou 2, 1 je crois, où il discute avec un pilote et il est allongé sur le lit. Oui. Il est vraiment pas du tout assis comme dans une discussion sérieuse, il est vraiment allongé avec la tête accoudée, un peu position, pas lascive, mais un peu vraiment à la cool, à la fraîche, alors qu'il a une discussion assez sérieuse avec la personne. Ouais, c'est trop drôle. Un autre moment, ça, où il est entre un couple en train de discuter, et à un moment donné, c'est un couple hétérosexuel, donc l'homme tapote sur l'épaule de la femme, qui est donc de l'autre côté, et Nathan direct, il s'interrompt dans sa discussion et il regarde et fait « What was that ?» Alors que c'est vraiment juste un petit moment anodin de la conversation, mais lui, il le rend gênant parce qu'il arrive à le choper. Et voilà, ça, autant dans ce qu'il capte que dans sa façon de réagir, il est très fort pour le faire. Et l'autre chose que je trouve assez chouette qu'il arrive à faire, qui est relative à la scène, c'est que t'as un peu parlé d'impro, et ça m'a un peu fait penser à un conseil. Moi, je donne des ateliers d'impro et où je recommande souvent à mes élèves de ne pas creuser 7 trous dans leur scène, mais d'en creuser un très profondément. C'est-à-dire de ne pas amener 1000 idées, mais de trouver ce qui se joue dans la scène, c'est quoi le cœur de leur scène, et en fait d'aller au bout de ça. Et lui, c'est ce qu'il fait, et je pense que c'est ce qui est une des grandes forces de son comique. Je faisais un parallèle parce que je suis assez sceptique de pas mal de comédies, de films comédies aujourd'hui, parce que la plupart des scènes comiques se perdent au détriment de la narration plus générale de tout le film. Donc ces scènes sont censées être drôles parce qu'elles se raccrochent à un tout qui est l'histoire du film. Ce qui fait Nathan Fielder, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Il prend une scène, il va la dérouler, il va chercher ce qui est drôle dedans, et ensuite, grâce à la voix off, il viendra la rattacher à l'histoire plus générale qu'il aura créée ensuite avec ces scènes. Je reprends l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc cette femme qui a un crush, on va dire, sur Einstein. Et bien cette scène-là, si on la raccrochait au but narratif plus général de la série, ce serait donc de trouver une copine à Colin, donc ce pilote timide. C'est ça le but qui a rassemblé cette scène. Mais Nathan Fielder va abandonner totalement, ou en tout cas pour un moment, cet aspect-là, pour se concentrer vraiment sur cette femme qui a cet amour absurde pour Albert Einstein, et va vraiment lui poser des questions jusqu'à nous délivrer vraiment le cœur du comique de son intervention. On va vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'elle veut dire par là, et ça va être très drôle. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait très très bien, prendre le temps de regarder ce qui se passe dans une scène, d'explorer ce que la personne a de comique, malgré elle parfois peut-être, et qu'on voit peu en comédie. Oui, je trouve que bizarrement cet aspect-là, peut-être finalement en y réfléchissant, l'aspect le plus documentaire, parce que comme tu dis, lorsqu'il va se focaliser sur un point et insister, continuer à poser la question et laisser les personnes en fait dérouler le fil de leurs pensées ou juste leurs émotions, ça fait presque penser à du Louis Theroux. C'est pour le coup des documentaires extrêmement sérieux où Louis Theroux va être connu pour justement se présenter face à des gens, en général des gens très peu fréquentables. Donc là, ça va être par exemple des membres du Ku Klux Klan, des néo-nazis. Récemment, il a fait un reportage donc, dans les territoires occupés où il interviewe donc, des colons, des colons israéliens, et il les laisse vraiment dérouler en fait tout le côté haineux, littéralement de leur idéologie, et il continue à leur poser des questions et il creuse ça. Et Nathan Fielder va faire quelque chose très similaire, mais sur les aspects les plus drôle, gênant, mais voilà, de laisser vraiment dérouler les émotions. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui va être représenté très visuellement dans la série, puisque en particulier dans cette saison 2, il y a énormément de plans où quelque chose se passe à l'avant-plan, et toujours, souvent, on le voit, lui et son ordinateur, immobile, sans expression sur son visage,
comme s'il était vraiment en position d'observateur et comme si ce qu'il était en train de voir, c'était quelque chose qui focalisait toute son attention parce que c'était important. Et effectivement, dans le procédé de la série, c'est censé être important puisque c'est censé aider à résoudre les crashs d'avion. Mhm. Et peut-être, ça c'est peut-être aussi un des ressorts, c'est que il présente ça jamais comme une comédie. Je veux dire, le passage de la... il présente la série comme une comédie, mais le passage sur Einstein, c'est pas une blague. Il s'intéresse vraiment à cette personne. Et c'est sérieux, ce moment-là. Mais après, il sait que c'est drôle et il sait que ça va faire rire. Mais sur le moment, c'est sérieux. Et je pense qu'il n'y a jamais ce truc où il prend les situations à la blague, où il se dit « Ah, attention, là, il faut que ça soit un peu poète-poète, il faut que je fasse des blagues. » C'est en s'intéressant au sérieux des situations et un peu à l'absurde inhérent à ces situations-là qu'il sait qu'il va faire rire. Et c'est rare qu'il fasse vraiment des blagues, vraiment, j'ai l'impression. Mais c'est effectivement, et d'ailleurs, pour revenir encore à ce moment de la répétition de son audition face au Congrès, c'est presque un aveu de dire, en fait, ce que ça va faire d'autres comédiens, c'est-à-dire raconter une blague, ce travail-là du comédien, moi je sais pas le faire. C'est vrai qu'il Et le quelque fait part, jamais. c'était quelque chose qui a aussi été en germe dans Nathan For You avec l'épisode sur l'anecdote, où il explique littéralement, quand je passe un talk show, je suis toujours un peu gêné, je sais jamais trop raconter, je suis pas à l'aise, etc. Alors je vais me créer une anecdote que je pourrais raconter dans un talk show de toutes pièces parce que évidemment, comme je suis Nathan Fielder, je vais me mettre en scène complètement flippé et je vais devoir encore une fois déployer une démesure de moyens pour que mon anecdote soit aussi authentique que possible, alors que je fais un épisode sur le fait que je suis en train de la mettre en scène, mais c'est pas grave. Mais c'est quelque part cet aveu de je sais pas être spontané. Je sais pas, ou du moins même prétendre être spontané. Ça me demande énormément de travail, donc je vais vous montrer en fait que je le suis pas. Et ouais, effectivement, encore une fois, ce décalage comique fonctionne extrêmement bien sur moi personnellement. Et pour revenir sur l'épisode, pour moi, le plus drôle de la saison, et je vais me contredire un petit peu, qui est là, est une blague, c'est l'épisode 2, où il va mettre en scène sa relation avec Paramount+, où il va expliquer, alors pour expliquer la blague, c'est que il va... La blague. c'est que Paramount+ a supprimé l'épisode 2, saison 3 de Nathan For You, sans le prévenir. Et il a envoyé un courriel pour demander une explication. Et Paramount+ lui a répondu que c'était pour des questions de sensibilité vis-à-vis de l'antisémitisme. Parce que dans cet épisode-là, Nathan crée... alors pour résumer, c'est que sa marque préférée de vêtements de sport a mis en scène un révisionniste, en tout cas Un négationniste. Un négationniste. Et donc il crée une nouvelle marque de sport pour que son père, notamment qui va à la synagogue, puisse porter des vêtements sans qu'on lui dise « Ah, tu portes des vêtements qui soutiennent un négationniste. » Et cette marque de sport-là, donc il veut en faire la promotion en disant « C'est une marque qui n'est pas négationniste. » Et donc il va chercher un rabbin. Même plus, qui soutient la awareness, Exact, j'ai ouais. pas le mot en français, la sensibilisation au fait qu'il y a eu la Shoah et l'Holocauste. Exact. Et donc pour ça, il va chercher un rabbin pour créer la pub autour de ces vêtements-là et tout le, je sais pas comment on appelle, mais le décor dans les magasins pour mettre en scène la vente du vêtement. Et le rabbin est hardcore au possible et il propose par exemple de mettre une arche à Arbeit Marxfrei, donc le travailleur en libre qui était au-dessus de Auschwitz, je crois, et que les clients sont obligés de passer en dessous pour accéder aux vêtements. Il met l'habit rayé donc des prisonniers juifs pendant la guerre sur lequel il a mis la veste de Nathan. Donc il y a vraiment un décor très... je sais pas comment décrire. Problématique, peut-être. Je sais pas si c'est problématique, mais... Et Paramount+ a vu ça et a dit, suite au 7 octobre, on le retire parce qu'il y a eu des plaintes, en tout cas, sur notre plateforme. Des gens se sont plaints de cet épisode, donc on l'a retiré, je crois. Sachant qu'il faut préciser que le gérant du magasin finit par refuser du coup et dire qu'il fera jamais affaire avec Nathan parce qu'il trouve que c'est pas comme ça qu'on devrait sensibiliser à la Shoah. Voilà, c'est quand même... Et ça, c'est montré dans l'épisode que ce truc-là, finalement, c'est très court le moment où on voit les avis. Voilà, oui. Je voulais préciser ça. Si je me souviens bien, en fait, Paramount+ ne dit même pas qu'il y a eu des plaintes. Il dit, comme tu disais, c'est pour par rapport à des sensibilités.
Et encore une fois, ça reflète pour le coup la politique de certaines plateformes, que ce soit sur le négationnisme, sur l'antisémitisme, sur plein de sujets, on va dire, controversés, où as une prudence toujours qui est présentée comme bien intentionnée, mais qui est vite fait, en fait, dont on se demande si elle a vraiment été réfléchie ou pas. Et en l'occurrence, ce que Nathan pointe à ce niveau-là, c'est que effectivement la réaction de Paramount Plus est complètement absurde. Et effectivement, pour préciser d'ailleurs, oui, c'était même pas Paramount Plus, c'était par la base Paramount Plus Allemagne. Mhm. Mais comme Nathan l'explique, une fois que Paramount Plus Allemagne retire l'épisode en question de sa plateforme, les autres en fait plateformes Paramount dans d'autres pays vont faire de même. Et ce qui au final en fait fait que l'épisode est retiré de Paramount Plus partout dans le monde. Mhm. Exactement. Et donc lui, il se plaint à Paramount, il comprend pas, surtout qu'en ce moment, au même moment, il est en train de faire la pub pour The Curse, qu'il vient de faire pour Paramount. Donc il est pris dans une espèce de contradiction de je veux me plaindre, mais je peux pas trop me plaindre parce que ça met en danger le renouvellement de la série, etc. Et donc là, on est 1 ou 2 ans après. Et pour remettre en scène ce moment-là, cette discussion qu'il aurait aimé avoir avec les gens de Paramount+, il dit je ne suis jamais allé au siège de Paramount Plus Allemagne, mais je l'imagine comme ça, et c'est un quartier général nazi avec toute l'imagerie nazie, mais les croix gammées sont remplacées par le logo de Paramount Plus. Il y a même des soldats en habit de SS avec un brassard Paramount Plus. Donc il va vraiment très 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 loin dans la description, dans ce délire-là de représenter Paramount Plus comme des nazis, jusqu'à faire jouer la personne qui est censée jouer l'exécutif de Paramount Plus comme un nazi avec un accent très fort, etc. Et pour moi, c'est ce qui me fait rire. Moi, ce qui me fait rire dans cette scène-là, c'est effectivement la démesure, les moyens qui sont mis, l'outrance aussi de dire il est allé jusque-là. Mais c'est aussi, nous on se disait quand on regardait l'épisode, mais c'est tous les soubassements économiques de cette scène-là, parce que là tu comprends que il est en train de se griller à vie avec Paramount, qui pourra plus jamais produire quoi que ce soit avec eux, ou on imagine. Et de deux, comment ça se fait que HBO ait financé ça, et financé la mise en scène d'un de leurs concurrents comme des nazis, et lui ait dit oui, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Et c'est vrai que nous, on se disait, mais comment il a fait accepter ça à des gens? Comment il a pu faire financer ça? Et tous ces aspects-là fait partie de l'humour. Et moi, c'est ça que je trouvais assez fort aussi dans tout cet aspect de déconstruction de la télé, c'est qu'il arrive à nous faire rire avec des enjeux de financement du cinéma, en tout cas à nous faire réfléchir à ces enjeux en même temps qu'il nous fait rire. Je suis d'accord avec toi parce que c'est ce qu'on s'est dit les deux. Je pense qu'une peut-être possible réponse de comment il a pu faire ça, c'est la fin de la scène qui vient quand même un petit peu le sauver. C'est-à-dire que l'acteur qui joue l'exécutif de Paramount, à un moment, Nathan lui demande qu'est-ce que c'est votre feedback ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous pensez quoi de cette scène? Et l'acteur lui reproche d'avoir justement cet imaginaire stéréotypé de l'allemand nazi encore aujourd'hui et vient un peu gronder Nathan. Ce qui est aussi marrant. Et il lui dit, vous n'avez pas essayé de nous comprendre. Oui. En gros, ce qu'il lui dit, c'est vous êtes quelqu'un, c'est juste une question d'ego. Vous cachez un peu derrière le côté, l'accusation d'antisémitisme et tout ça. Vous nous accusez d'être des nazis. Mais en fait, ce qui vous dérange fondamentalement, c'est pas tant qu'on ait retiré cet épisode, c'est qu'on ait retiré un épisode de votre série. Parce que voilà, vous êtes un producteur et vous faites un petit caprice vis-à-vis de ça. Et l'excuse de l'antisémitisme, le fait de nous représenter un nazi, c'est juste parce que vous êtes vexé. Et, voilà. Et vous nous accusez, vous nous attaquez comme ça. Mais en fait, c'est une attaque assez basse par rapport à ce qui s'est passé. Pour le coup, avec quelqu'un, on peut quand même avoir quelques limites parce que effectivement, le comportement de Paramount Plus est quand même extrêmement discutable sur cette question-là. Et c'est vrai que la scène me fait assez rire. Après, je suis assez bon public dès qu'on met des nazis de carnaval. J'ai tendance à rigoler. Donc, je suis assez bon public là-dessus. Et pour moi, la scène en tant que telle fonctionne pas forcément très bien parce que c'est vraiment, si on va aborder la question de l'antisémitisme, de la réaction institutionnelle à l'antisémitisme, qui plus est en Allemagne où quand même tout ce qui a été manifestation anti-israélienne, qu'elles viennent de personnes juives ou non, a quand même été assez réprimé.
je trouve qu'il y a un côté maladroit dans cette scène qui, si pour le coup, si on la confronte au réel, il y a des choses qui coincent un peu. Mais en même temps, c'est vrai que dans notre côté, j'en discutais avec ma camarade Anaïs Verlet, qui écrivait aussi pour le ciné-club de Monsieur Bobine. Elle avait un autre avis, puisque pour elle, il y avait vraiment, ce qu'elle mettait en avant, c'était vraiment le côté, ce qu'a fait Paramount Plus pour Nathan Fielder, c'est d'avoir finalement parlé à sa place, quoi, et dit que l'épisode était problématique sans que vraiment personne n'ait réagi, du moins certainement pas du côté de la communauté juive ou même de la production de Nathan For You. Et ça a été un acte arbitraire de dire il y a, suite au 7 octobre, il y a des questions qui se posent vis-à-vis de l'antisémitisme. On va en fait on va se débarrasser de cette question-là, on va l'éviter juste en supprimant l'épisode. Voilà. Ouais, j'allais dire exactement la même chose parce qu'en fait, ce qui peut aussi se montrer et qui montre plutôt bien dans l'épisode, c'est cette possible instrumentalisation de l'antisémitisme qui a eu lieu après le 7 octobre dans à peu près tous les médias dominants quand même. Je dis pas que c'est explicitement ça qu'on voit, mais la porte est ouverte, surtout qu'après, il y a quand même ce paradoxe où il nous montre la barre de recherche de Paramount et il montre que quand tu cherches nazi ou Hitler, ouais. tu as des recherches, mais quand tu mets judaïsme, tu trouves rien. Et qui est quand même un peu questionnant sur, comme tu l'as très bien dit, la façon de traiter le judaïsme et l'antisémitisme. En fait. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais Nathan Fielder est juif. Il a un rapport à la judéité qui est... il en parle un petit peu dans la saison 1, il en parle un peu dans Nathan For You, mais c'est pas prépondérant. On comprend que ses parents sont plus religieux que lui c'est... qu'il le vit de loin. Je pense que dans la saison 1, il dit ça fait très long. À un moment donné, il va dans une synagogue et il dit que ça fait très longtemps qu'il n'est pas allé à la synagogue, je crois. Donc, il a son rapport propre à lui, à la judéité. Mais moi, je trouve qu'au-delà de toute lecture politique de cette scène-là, sa pertinence, moi je trouve qu'il y a un truc un peu pertinent, c'est ce que tu dis, c'est qu'il capte quand même quelque chose de l'air du temps à ce moment-là, c'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme. En plus là, qu'on reproche à quelqu'un, à une personne donc juive, d'être antisémite, sans lui poser la question, parce que la personne dit « vous n'avez pas essayé de nous comprendre », mais Paramount Plus n'a pas non plus essayé de comprendre. Et c'est drôle d'ailleurs ce moment, vous n'avez pas essayé de nous comprendre, donc c'est l'exécutif qui lui dit ça, et il dit pas « vous n'avez pas essayé de comprendre nous les Allemands », il dit « vous n'avez pas essayé de comprendre la mentalité de Paramount Plus Germany ». Et t'es genre, c'est quand même très spécifique à comprendre. Oui, d'autant que l'Allemagne est accusée en plus de complicité dans le génocide à Gaza. Donc, je pense qu'il y a aussi une position de Nathan Fielder aussi en tant que juif. Je pense qu'il comprend pas trop ce qui lui arrive, et c'est vrai que c'est pas prépondérant dans cette saison-là. Là, dans la saison 1, il y avait un épisode où il cherchait le soutien d'une femme, mais je sais plus quel rôle elle a dans la communauté, mais à la fin de l'épisode, on comprend que c'est une sioniste, et l'épisode se termine sur le générique avec elle qui rabâche plein de trucs, plein de clichés sionistes. Et là, encore une fois, c'était une position qui était pas très claire de sa part, qui était un peu critique, mais en même temps, il se positionnait. C'était pas clairement. Je trouvais qu'il laissait toujours un petit doute par rapport à sa position, par rapport à cette personne. Ouais, alors, ouais, j'avais pas forcément pour le coup le même ressenti. Si je me souviens bien, c'était donc une femme qu'il avait rencontrée, qu'il avait ramenée, parce que dans le cadre de la saison 1 où il est censé faire office de père pour un enfant. Donc la question c'est, vu que la personne qui est censée être la mère de l'enfant est catholique, que Nathan Fielder est juif, la question c'est de quelle religion doit être l'enfant. Et donc il y a toute une question de on va l'éduquer aux deux religions et lui pourra choisir. Et donc il ramène cette femme qui est censée plus ou moins faire l'éducation de l'enfant par rapport au judaïsme. Et effectivement, à la fin de l'épisode, elle se lance dans un gros rant pro-israélien. Et alors, pour le coup, j'avais trouvé ça assez clair sur le fait que lui se tend immédiatement lorsqu'elle commence à faire ce long monologue, et on le sent vraiment pas à l'aise, et on sent très bien que non, c'est pas acceptable pour lui, quoi, et qu'il sait juste pas comment réagir face à ça. Et le fait qu'il fasse durer le moment, pour moi, ça rajoutait à la gêne, et puis en fait, elle continue à parler, et en fait, le générique de l'épisode se déroule, et elle continue tout le long du générique, et il y avait vraiment ce côté, il a frisé, quoi. Il y a un bug qui s'est passé, c'est la façon dont j'avais compris le truc, il est ailleurs parce que c'est des propos qui lui, en fait, auxquels il n'adhère pas du tout, mais il sait juste comment pas réagir, et donc
bah, il y a tout qui bloque en fait, et l'épisode représentait ça visuellement, quoi. La caméra bouge plus, on coupe pas, on sait juste pas quoi faire. Donc on envoie les crédits. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais oui, et après, par contre, pour en revenir à Paramount+, ce qui est intéressant, c'est que ça, là aussi, quelque part, illustre un des points que tu mentionnais, Alexandre, sur bah, l'incapacité de la télé à vraiment agir sur le réel, parce qu'au bout d'un moment, tu vois que les intérêts purement économiques prennent le dessus, et des intérêts en fait qui mènent à des décisions absurdes, puisque quelque part je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas trop de doute sur le fait que la décision de Paramount Plus était une décision économique, et qu'il y a des gens qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cet épisode, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du 7 octobre, etc. On la joue entre guillemets la plus safe possible, on supprime l'épisode. Voilà, on prend pas aucun risque parce qu'on veut pas que ça impacte négativement notre marque, notre chaîne, notre plateforme. Donc on supprime, quoi. On a une décision absurde, mais qui économiquement pourrait faire sens. Et pour faire un autre lien avec ce qu'on a un peu abordé dans le reste du podcast, c'est-à-dire le degré de réel et de fiction, je me demande est-ce qu'on n'aurait pas là un point d'orgue assez fascinant de là où la fiction et le réel peuvent se rejoindre, parce qu'on est dans une mise en scène totalement démesurée et totalement fictionnelle qui va avoir des conséquences totalement réelles sur la carrière de Nathan Fielder. C'est vraiment, c'est le truc le plus, entre guillemets, dangereux pour sa carrière, qui fait de toute la série quand même. Il représente quand même une énorme boîte de, c'est quoi, distribution, production, les deux, Ouais. comme des nazis. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que là, on arrive à un truc qu'il avait jamais atteint jusqu'à présent quand même dans cette scène. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin, où t'as ce doute, où il dit vous avez jamais pensé, vous avez pas pensé à ce que nous on pensait, et il s'effondre dans sa chaise, il doute, et tu dis il va se calmer, il va douter, et c'est là où il met le plan des mecs en SS avec le brassard Paramount, donc il en rajoute une couche à la fin. Il est fou. Donc il y a vraiment ce truc de je vais aller jusqu'au bout, même si ça. Même le doute, en fait, est-ce qu'il doute vraiment du truc, tu te poses la question. En tout cas, le montage te donne un espèce de petit twist à la fin de peut-être qu'il doute pas tant que ça. Mais il vient pas conclure, il vient pas fermer la discussion. Non, puis pour revenir un peu à ce que je disais, moi ce que j'aime bien, c'est que du coup, et c'est ça qui produit le comique, mais que t'as vraiment cette double lecture sur la scène, quoi. T'as cette lecture comique de c'est marrant, tout en ayant en plus le truc de c'est marrant, il est zinzin, il est foutu là. Et c'est ça que moi je trouve drôle. Et pourtant, je n'ai pas entendu trop parler. J'ai pas vu beaucoup d'articles qui parlaient de Emmanuel cette scène. Burdeau qui en a fait un post assez bien sur Instagram aussi, qui en parle de manière, je trouve assez pertinente. Mais j'ai vu plus d'articles sur le fait que la FAA avait refusé d'écouter la série que d'articles sur le fait que Paramount Plus a été dépeint comme des nazis. Ce qui est un peu étonnant, tu te dis, justement, vu dans... Surtout l'état de crispation des États-Unis en ce moment. Et de l'Allemagne, bon, peut-être pas. Après, j'ai pas regardé Fox News pour savoir s'ils en parlaient ou pas. J'ai pas poussé le bouchon. Mais du coup, tu parles des États-Unis, peut-être qu'on peut passer un peu à la dernière chose que moi j'avais proposé qu'on aborde. C'est une série qui est faite aux États-Unis, qui aborde beaucoup la télévision états-unienne. Est-ce que vous pensez que cette série ne pourrait exister qu'aux États-Unis? Est-ce qu'on pourrait avoir un truc pareil en France? Vaste question. Vaste question. Euh, Expliquez-moi le ouais. cinéma français, s'il vous plaît. Alors, je connais pas assez bien, on va dire, le milieu de la production télévisuelle en France, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, pour moi, en fait, est prépondérant. C'est-à-dire que, ben, en France, on va avoir des séries qui vont éventuellement parodier la télé-réalité. Je pense notamment à La Flamme et au Flambeau, donc qui parodiaient, on va dire, The Bachelor et puis koh, mais c'est des parodies ouvertes, quoi. C'est vraiment purement fictionnalisé, et ça joue assez peu avec les codes. C'est juste qu'on va prendre ce qu'on voit généralement dans une télé-réalité, et on va mettre juste des personnages qui seront très écrits pour être drôles, qui vont être joués par des acteurs qui sont clairement des acteurs, etc. Le fait d'aller vraiment questionner les codes et de jouer avec les codes de la télé-réalité, voire de la télé en général, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus retrouver effectivement à la télé américaine de ces dernières années. Donc, que ce soit dans Nathan For You, The Rehearsal, il y avait une série aussi qui s'appelait Review with Forrest McNeil. C'est en fait l'adaptation d'une série australienne à la base. Le concept a pas mal été après repris et puis modifié au fil des saisons par le showrunner de cette saison, Andrew Daly, où, pour la présenter brièvement, donc on avait l'idée de l'émission, c'est une fausse émission de télé
où le présentateur va tester des situations réelles pour des membres du public. Donc, par exemple, quelqu'un va soumettre à l'émission bonjour, bonjour Forrest, j'aimerais savoir ce que ça fait de prendre de la cocaïne. Et donc, bah, le présentateur qui va tout sourire et avec plein d'allant aller essayer de la cocaïne pour la première fois et décrire, être filmé en train avec les effets, et donc avec tout un décalage comique par rapport à ce qu'il nous présente, à la façon dont il présente, et puis le résultat final. Et une des caractéristiques de la série, c'est que à force d'essayer des trucs sur demande du public, ça va avoir des conséquences bien réelles sur sa vie, puisque lorsqu'on lui demande qu'est-ce que ça fait d'avoir un divorce, il va aller voir sa femme et il va lui dire bon, ma chérie, je suis désolé, mais c'est fini, je veux un divorce, quoi. Et donc toute la série va jouer sur encore une fois, jusqu'à quel point des gens sont prêts à aller pour faire de la télé. Mais comme on peut aussi citer très rapidement une autre série qui sont les faux talk shows de Eric André, qui a encore une fois joué énormément avec les codes du talk show, qui va triturer le talk show pour en faire quelque chose de complètement absurde, ce qui n'est pas quelque chose que je verrais faire en France non plus. Qui est complètement zinzin aussi, mais pas de la même manière que Nathan Fielder. Et c'est pas clair aussi, est-ce que les invités savent ce qui va leur arriver ou pas. On sait que certains n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer, mais d'autres, c'est moins clair ce qu'ils savent. Et moi, je pense que est-ce que c'est possible ou pas? Déjà, il y a aussi une question de production, c'est qui produirait ça en France? À part Canal+, je vois pas grand monde qui aurait la capacité de faire ça en France. Mais aussi, je pense que c'est une série qui, dans l'état là, est très imbibée du cinéma américain. Déjà, au-delà de toutes les questions de la place de la télévision, de la place de l'individualisme et de la question de la représentation de soi aux États-Unis, je suis pas assez, je connais pas connaisseur de ça, de la différence entre l'Europe américanisée et les États-Unis. Mais déjà, il y a quelque chose, tu vois, par exemple, le méthode acting, qui est au cœur finalement de The Rehearsal. C'est un peu du méthode acting poussé au bout, même la Fielder, comment il appelle ça, la Fielder méthode. La Fielder méthode, où il va suivre des gens dans la rue, il doit les copier, il faut aller leur parler pour voir comment ils parlent. Il va même jusqu'à payer des billets d'avion pour qu'ils puissent suivre les pilotes qu'ils observent jusque dans le pays d'après quand même. Hein. C'est ça, et ça c'est une vision de l'actorat qui est très américaine, qui est très propre au cinéma américain, au blockbuster américain. Il y a une vision de l'actorat qui est très propre au cinéma américain, alors qu'en France, c'est sûr que la méthode acting a beaucoup d'importance aujourd'hui, mais il y a aussi toute une autre école de l'acting qui est dans le jeu neutralisé, qui est dans le jeu du théâtre aussi, qui a beaucoup de place, qui a beaucoup d'influence sur le cinéma. En tout cas, il y a la place de l'acteur et la méthode de l'acteur n'est pas tout à fait la même en France. Donc, je ne sais pas à quel point ça serait transposable. En tout cas, ça collerait à des codes français, par exemple. Et après, il y a donc toute cette question aussi de... comme on disait, à quel point les gens sont prêts à passer à la télévision aux États-Unis. Donc on voit bien qu'en France, la télé-réalité existe, donc il y a des gens qui sont prêts à y passer, mais est-ce que ça fait c'est aussi central dans la vie des gens qu'aux États-Unis, comme ça apparaît comme central dans la série? Encore une fois, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je pense que la place de la télé n'est pas tout à fait la même non plus entre les États-Unis et la France. Ouais, moi je me demande aussi à quel point la place de la personnalité joue un rôle, c'est-à-dire que Nathan Fielder il vend une série comme la série de Nathan Fielder, on sait qui il est, il se met en scène, et que j'ai pas l'impression qu'il existe des personnalités il en existe sûrement, mais qui auraient autant carte blanche pour faire quelque chose comme ça. Je sais François pas. Damiens, c'est le premier qui me C'est vrai, c'est vrai. Il y en a, hein, mais souvent c'est des trucs à plus petit budget. Là, vu quand même les moyens conséquents qu'il a, je sais pas s'il existe des boîtes de prod en France qui pourraient donner un budget aussi gros à une personne avec une carte blanche aussi blanche. Je sais pas comment dire ça. Mais voilà, c'est une question, hein, je connais pas assez bien pour ça. Et je me suis dit, je suis d'accord avec toi sur ce rapport aux comédiennes américains à l'acting. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup plus, par exemple, des actrices de la comédie française qu'on va retrouver au cinéma, comme Laurent Lafitte ou Pierre Ninet, par exemple. Mais aussi les gens qui ne font pas du théâtre n'ont pas, je pense, tout à fait le même rapport à la télévision et au fait d'être filmés, parce que les États-Unis se sont beaucoup constitués à travers la télévision, et donc on voit qu'il y a quand même une sorte de, on va dire, facilité à être devant la caméra, et je pense qu'en France c'est pas exactement la même facilité, ou c'est pas le même comportement, rapport à la caméra qu'on pourrait trouver aux États-Unis.
Mais c'est une supposition. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport au lien avec le cinéma, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense qu'une des différences, c'est le rapport, mine de rien, au cinéma de genre, ou on va dire à la question, parce que pour revenir sur la saison 1, je me souviens quand la saison de The Rehearsal était sortie, ce qui m'avait marqué, c'était, donc, comme tu l'as mentionné, j'ai coécrit un livre avec Julien Pavageau et Yoann Ordulic sur le cinéma des Wachowski. Et donc, bon, forcément, on avait suivi la sortie de Matrix 4, Matrix Resurrection, avec pas mal d'attention. Et donc, je vois The Rehearsal qui sort. Et donc, on était passé de Matrix Resurrection, qui était un film où il y avait des histoires de boucles, puisque une des parties de l'intrigue, c'était que des programmes étaient prisonniers dans des espèces de boucles qui se répétaient, jusqu'au moment où ils arrivaient à apprendre à en sortir par eux-mêmes. Et de l'autre côté, il y avait une série télé qui montrait des gens qui répétaient les mêmes situations jusqu'au moment où ils arrivaient enfin à avoir l'issue qu'ils attendaient. Je me disais, en fait, c'est la même chose. Et puis, ça poussait même le parallèle où, donc, dans Matrice Résurrection, Neo est prisonnier de la matrice. Et donc, lorsqu'il se voit dans le miroir, c'est un autre visage. C'est le visage de quelqu'un d'autre parce qu'il a oublié qui il était. Et donc, la matrice lui renvoie le reflet d'un visage qui n'est pas le sien. Et dans The Rehearsal saison 1, il y a des moments où Nathan For You se regarde dans le miroir. Et en fait, le miroir est un écran qui le filme et qui lui renvoie une image vieillie de lui-même pour simuler le fait qu'il a vieilli. Et donc, je me disais, mais comment ça se fait, quoi? C'est deux trucs qui sont sortis au même moment et qui vont travailler cette idée de la simulation qui est vraiment devenue à la base qui est une image de science-fiction, quelque chose qui vient du cinéma de genre, de la littérature de science-fiction, etc. Mais qui a tellement en fait infusé le mainstream qu'une émission de télé comique en fait peut l'appliquer parce que quelque part Nathan For You, mais The Rehearsal, c'est presque un truc de science-fiction où au lieu en fait de dire on va vous plonger dans un environnement virtuel, c'est bon, on va faire une simulation, mais sauf qu'on va construire le décor en dur. Mais énormément de choses derrière les mêmes règles de la simulation vont s'appliquer. Le côté, vous répétez toujours la situation. Il y a des gens, il y a des PNJ autour de vous qui sont joués par des acteurs. Tous les codes s'appliquent. Et le fait qu'en fait, on est peut-être en France, on soit un peu plus réticent vis-à-vis de ce genre de procédé, vis-à-vis de ce genre de littérature ou de cinéma, peut aussi un peu bloquer au fait de dire mais non, mais les gens vont pas comprendre. Alors que je pense que pour énormément de producteurs aux États-Unis, la réaction c'était oui, d'accord, en fait, vous faites en fait un Matrix ou un monde virtuel, mais vous le faites en dur. Bien sûr que les gens vont comprendre, les gens savent ce que c'est maintenant. On a eu tellement de films, tellement d'œuvres à ce niveau-là que ça pose plus de problème. Ouais, mais ça me fait penser à l'épisode de la saison 1 où il invite des figurants et il leur dit ne parlez pas parce que ça nous coûte plus cher si vous parlez. Mais il y a cet aspect aussi PNJ, comme tu dis, il y a les personnages principaux et puis il y a d'autres gens qu'on va faire jouer à côté pour faire simuler une fête d'anniversaire. Mais quand ils parlent pas, tu as vraiment cet aspect simulation qui t'est mis dans la face. Non, mais c'est fou ce qu'on fait. Et puis ça me fait penser à The Truman Show aussi, qui peut-être est le prémisse aussi de The Rehearsal quelque part, ou même Un jour sans fin. De toute façon, il n'y a pas de réponse à cette question. Non, c'était une question qui était faite pour qu'on puisse la discuter plutôt que d'y répondre. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de la série. Je ne sais pas si vous voyez des choses qu'on a absolument oubliées, probablement, mais... Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Il faut regarder cette série. La saison 1 est aussi, tout aussi passionnante. Regardez-la. On n'a pas trop parlé du cringe. On n'a pas trop parlé. C'est vrai que c'est quand même le premier truc avec lequel on présente d'habitude. Moi, je pense que ça s'est un peu entendu. The Rehearsal, c'est pas très cringe. C'est moins cringe que Nathan For You. Il y a la scène où on disait de la blague où il va dire à la personne là, est-ce que tu as trouvé ma blague drôle, qui là est vraiment très très gênante, ou la scène où il a refusé quelqu'un au télécrochet et puis il le rappelle et là tu te dis ah non, la personne va croire qu'elle est prise en fait. Et là, tu te dis, attention, si tu commences à dérouler le cringe, tu vas trouver plus d'une scène à mon avis. Hein. Ouais, mais alors que Nathan For You, c'est il y en a ça. beaucoup plus. Ouais. Là il se restreint quand même un peu. Mais voilà, trop bien. Merci beaucoup Aurélien pour ta participation. C'était trop cool de discuter avec toi. On peut terminer avec ce qu'on appelle maintenant nos recos, où on aime bien chacune proposer une œuvre. Ça peut être un livre, un film, un jeu vidéo, un média, peu importe, qu'on recommanderait aux gens qui nous écoutent. Qui veut commencer ? Honneur à Aurélien.
Ok. Donc en fait, moi, ma reco à la base, je me suis dit, est-ce que je recommande encore une fois How to with John Wilson, donc une série produite par Nathan Fielder, qui est aussi quelque chose à la frontière du documentaire et de la fiction. Bon, vous pouvez voyez How to with John Wilson, mais en fait, ma vraie reco, c'est un documentaire qui lui est produit par John Wilson, donc il y a un lien, qui s'appelle Carpet Cowboys, qui est un documentaire de 2023 de Noah Collier et M. Emily Mackenzie. Donc, il y a à la base un documentaire sur la ville de Dalton, Georgia, qui est la capitale mondiale de la moquette. Alors, Ok. ça prévoit pas. De base, c'est pas forcément ultra vendeur, mais en fait, faut imaginer une espèce un peu un épisode de striptease dans la capitale mondiale de la moquette où C'est bon, la c'est vendu, réalisatrice et c'est le bon. réalisateur ont trouvé des personnages absolument incroyables, notamment un personnage d'Écossais fan de country dont le travail est de faire des designs freelance pour la moquette. Pourquoi pas. C'est absolument à Merveilleux. voir. C'est à la fois touchant, drôle, inattendu sur plein de points. Voilà. Carpet Cowboys. Super. Ça me fait penser un peu, comme tu le présentes, au premier film de Errol Morris, quand il allait voir un peu des gens de l'Amérique profonde pour Complètement. parler d'un Voilà. cimetière d'animaux, par exemple, son premier film. Ouais. Oui, oui, il y a pas mal d'échos, oui, de Gates of Heaven ou voilà, tout à fait. Bah, moi je vais y aller. Alors moi ça va être une reco en demi-teinte parce que je vais vous recommander donc Friendship avec Tim Robinson. C'est une reco en demi-teinte parce que le film est pas exceptionnel. Parce que c'est une adaptation, donc moi j'appelle ça une adaptation de l'humour de Tim Robinson au format long métrage. Donc Tim Robinson qui est un humoriste qui a commencé au SNL avant de faire une série qui s'appelle The Detroiters, et après il est arrivé sur Netflix où il leur a vendu ses sketchs que le SNL voulait pas, et Netflix a dit oui, on va les faire. Et ça s'appelle I Think You Should Live, et il y a 3 saisons et ça c'est hilarant. Et donc Friendship, c'est Tim Robinson qui fait son premier long métrage en tant que personnage principal avec Paul Rudd, et l'histoire c'est lui qui va se lier d'amitié avec Paul Rudd qui De déménage à manière côté de lui. unilatérale. Bah, non, pas de manière unilatérale. début. Mais au bout d'un moment, ça c'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce, mais Paul Rudd va mettre fin à l'amitié pour une raison. Et Tim Robinson va très mal le prendre. Et donc Tim Robinson a un humour très spécifique. Je saurais vraiment pas vraiment le décrire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un peu un humour méta, mais dans un certain sens où il va aussi réfléchir beaucoup à ce qu'on attend d'une scène, et il va souvent déjouer nos attentes. Il y a un truc qu'il fait souvent, c'est qu'il y a un personnage qui va commencer à agir n'importe comment, et les personnages vont réagir normalement à cette personne qui commence à débloquer, et plus la scène avance, plus les personnages qui au début étaient contre lui vont finalement se rallier pour s'opposer à une autre personne qui était dans la pièce, et puis peut-être que ça va encore se retourner une 3e fois, et puis peut-être encore une 4e fois, et donc les relations sociales sont souvent assez détournées ou assez nébuleuses, où on comprend pas trop ce qui se passe, et il crie beaucoup. Il adore crier. Et en tout cas, moi, depuis que je l'ai découvert, c'est, je pense, la personne qui me fait le plus rire aux États-Unis, avec Nathan Fielder et Bill Hader, pour citer 2 humoristes du SNL. Mais donc, je vous conseille un peu Friendship, qui peut être une bonne porte d'entrée à l'humour de Tim Robinson, parce que ça reste un long métrage qui se tient debout, alors qu'il fait souvent des petits sketchs. Et c'est pas trop violent comme entrée, alors que I Think You Should Live, si on rentre brut dedans, ça peut ça peut désarçonner. Mais donc je vous conseille plus généralement Tim Robinson, de regarder tout ce qu'il a fait, et notamment The Detroiters, qui est aussi très 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 drôle. La première saison c'est assez classique, mais la 2e saison, notre théorie c'est qu'ils savaient qu'il n'y en aurait que 2, alors ils ont dit all in pour la 2e, et ça part vraiment très très loin. Yep. Bah du coup c'est bien, vous m'avez aidé, je savais pas quoi recommander, et vu que vous avez recommandé des trucs drôles, je vais le faire aussi. Moi j'ai vu 2 spectacles de stand-up que j'ai trouvé très bien les deux. Le premier c'était YOLO de Émeric Lomprey,
qui est complètement zinzin aussi. Il est fou. Je me rappelle plus grand-chose à part que j'ai beaucoup ri et que j'ai beaucoup fait et après j'ai ri. Donc voilà, il vient totalement dézinguer les codes du stand-up. Hein. C'est pas lui avec un tabouret qui raconte des blagues. C'est lui qui interprète une personne sans abri qui cherche son chien et après qui fait d'autres trucs et qui part un peu dans tous les sens. Mais moi, j'avais mis le mot chaos contrôlé, les mots chaos contrôlé pour parler de l'humour d'Aymeric Lompré. Donc je conseille s'il y a la possibilité de le voir. Je crois qu'il est complet sur pas mal de dates. Et mais qui flirte avec l'éthique et la morale aussi. Voilà, là, et qui fait en fait un humour beauf de gauche. Et je trouve que c'est cool, que c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup et qui fait assez bien. Et après, on a vu, Alexandre et moi, le spectacle de Hakim Omiri, qui pour le coup est beaucoup plus dans le stand-up classique, mais qui le fait très bien et de manière très drôle, et qui est vraiment une continuité de ce qu'il fait dans son émission La Riposte sur Radio Nova. Et voilà, moi je trouve que c'est deux spectacles qui font rire de manière très différente en utilisant des procédés très différents, mais qui sont cool à voir. Et en plus, en tout cas, Hakim Omiri est autoproduit, donc ça fait le soutenir très directement d'aller voir son spectacle. Donc voilà, ceci sont mes recommandations. Ah, merci. Merci. Bon, on va terminer tout ça. Merci à tout le monde. Vive l'humour, finalement. Vive l'humour. Voilà. Ce sera le mot de fin, ça vous va? C'est parfait. Vive l'humour. Parfait. Salut.